Bonjour à tous, donc avant de véritablement commencer à traiter l'exercice numéro 2, j'ai voulu faire un petit résumé sur le théorème de Gauss. Alors chaque fois que l'on va appliquer le théorème de Gauss, on va donc vouloir déterminer le champ qui va dépendre directement de la distribution de charge. Donc il faudra bien observer et regarder dans l'énoncé d'un exercice quelle va être la distribution de charge. Alors, pour les conducteurs, sachant qu'on a autant de charges positives que négatives à l'intérieur d'un conducteur, l'intérieur sera neutre et l'ensemble des charges sera donc situé en surface du conducteur. Ce qui veut dire que le champ à l'intérieur d'un conducteur sera nul. Donc ça, c'est le premier point, ça veut dire qu'on déterminera le champ véritablement à l'extérieur du conducteur. Dans le cas où on a un isolant, typiquement une boule de polystyrène ou un morceau de plastique, on note ça d'ailleurs, on appelle ces isolants des diélectriques, et là, à ce moment-là, eh bien, la distribution de charge se fera à l'intérieur du volume de l'isolant, et on devra donc considérer une densité volumique de charge pour calculer le champ à l'intérieur du matériau. Donc il est important de regarder au départ si le matériau est conducteur ou s'il s'agit d'un isolant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sera de considérer les symétries du problème. À savoir, est-ce qu'on a une symétrie sphérique? Est-ce qu'on a un cylindre? Est-ce qu'on a une symétrie autour d'un axe de symétrie qui va nous permettre de déterminer l'orientation du champ E. Et par la même occasion, d'avoir déjà une bonne idée sur la surface de Gauss à choisir par la suite. On pourra ensuite, dans un troisième point finalement, déterminer quelle va être la surface de Gauss que l'on devra choisir. Alors bien évidemment, cette surface de Gauss va suivre les symétries du problème. Si on a une sphère, on prendra une surface qui sera sphérique. Si on a un cylindre, on en reprendra une surface de Gauss cylindrique. Si on a un fil, on pourra prendre une surface aussi cylindrique, puisqu'on a un axe de symétrie, qui est le fil lui-même. Donc, on choisira cette surface de Gauss qui passe par le point M, point où se situe le champ que l'on veut déterminer. On pourra ensuite calculer le flux du champ électrostatique E au travers de la surface de Gauss en calculant la somme sur une surface fermée qui entoure les charges qui créent le champ, donc somme des E scalaires des S. Et ainsi on pourra appliquer le théorème de Gauss en disant que le flux est égal à la somme des charges contenues dans la surface de Gauss sur epsilon 0. Donc on va prendre comme exemple l'exercice 2, qui est un exemple un peu particulier, puisque dans cet exercice, on va considérer un plan. Alors, enfermer un plan qui est infini dans une surface paraît un peu absurde, ou en tout cas difficile à réaliser, mais on va voir comment on procède. Donc on va considérer un plan qui possède une densité surfacique de charge. C'est un plan infiniment mince, ce qui est vraiment un problème, je dirais, d'école, qui n'a pas de réalité véritablement physique. Et ce plan infiniment mince, il va donc avoir une distribution surfacique de charge sigma. Donc on peut le faire figurer, même s'il n'est pas infini, je trace de droite, ce qui me permet de représenter ce plan. Et
ce que l'on peut constater immédiatement, c'est que tout axe perpendiculaire au plan sera un axe de symétrie. Donc, de toute évidence, si je considère un point M, donc on a bien évidemment des charges en surface de ce plan, et on va donc considérer, donc ça c'était le premier point, on va considérer la symétrie, c'est-à-dire que tout axe perpendiculaire au plan est un axe de symétrie. Donc ça c'est le deuxième point que j'avais exposé juste au-dessus. Ce qui veut dire que le champ, finalement, va être perpendiculaire au plan, puisqu'il sera porté par cet axe de symétrie. Donc je vais pouvoir le faire figurer sur le schéma. Et donc je vais considérer un point M extérieur au plan. Et ainsi, je vais faire figurer ma surface de Gauss. Alors si un axe est un axe de symétrie, il paraît assez logique de prendre également une surface de Gauss qui présentera un axe de symétrie. Et l'on peut prendre, par exemple, un cylindre. Alors ce cylindre, bien évidemment, donc là je dessine l'axe de symétrie, je fais apparaître le point M, qui est donc au-dessus du plan dans ce cas-là, et donc je vais choisir ma surface de Gauss. Et donc on va choisir, eh bien, un cylindre, puisque le cylindre présente un axe de symétrie, et ce cylindre va être un cylindre qui passe par M, le point où l'on désire déterminer le champ, et qui aura pour axe de révolution l'axe OM. Donc voilà, je vais maintenant le dessiner. On a ce cylindre qui a pour axe de révolution OM. Et bien sûr, je vais le faire figurer de part et d'autre du plan afin de pouvoir calculer ensuite le flux qui passe au travers de ce cylindre, sachant que je vais considérer les charges contenues dans ce cylindre pour faire mon calcul. Donc on va calculer le flux, et l'on peut constater que le champ, bien que ce cylindre il comporte trois surfaces extérieures, la surface supérieure, la surface inférieure et la surface latérale, que j'ai appelée S1, S2 et S3. Le champ E est perpendiculaire, donc je fais figurer les vecteurs ds, normal aux différentes surfaces, donc ds1, ds2 et ds3. Et je vais calculer donc le flux, qui sera égal à la somme sur une surface fermée des E produit scalaire des S. Donc ma surface ici est mon cylindre qui passe par le point M, et une surface fermée, eh bien dans le cas de mon cylindre, je peux considérer qu'elle est constituée de la surface ds1 plus la surface ds2 plus la surface ds3, d'où le flux sera le flux qui traverse bien le chapeau, la partie supérieure,
la face latérale, plus le flux qui traverse la face latérale, plus le flux qui traverse le fond de mon cylindre. Donc évidemment, je suis passé d'une intégrale sur une surface fermée à la somme de 3 intégrales sur des surfaces qui ne constituent pas une surface fermée, donc le petit cercle disparu. Ce qui veut dire que E est parallèle à ds1, donc mon produit scalaire sera égal au produit des normes, aussi bien pour ds1 et pour ds2. Par contre, on constate que E pour ds3, que ds3 sera perpendiculaire à E, ou que E sera perpendiculaire à ds3, ce qui veut dire que le produit scalaire sera nul. Donc le flux ne passera que par la partie supérieure du cylindre et la partie inférieure du cylindre. Cela va donc me permettre de calculer aisément le flux en faisant la somme des E ds1 plus la somme des E ds2, E produit scalaire ds3 étant nul. Et c'est ce qui va apparaître dans quelques instants au niveau de mon calcul, que l'on ne voit pas pour l'instant. Mais ça y est, on voit bien que le flux est simplement E ds1 et plus la somme des E ds2. Et donc E étant une constante, je peux le sortir des intégrales. La somme des ds1 correspond à la surface supérieure S1. La somme des ds2 correspond à la surface ds2. Donc comme la surface d'un disque, puisque la surface supérieure correspond à un disque, est égale à pi R2, où R serait le rayon de la surface supérieure, et que c'est pareil pour S2, mon flux va s'écrire comme étant égal à E, et je l'ai 2 fois puisque j'ai la même surface, 2E que multiplie, et je la fais apparaître sous la forme de pi R2. On sait de plus que d'après le théorème de Gauss, le champ créé, le flux doit être égal à la somme des charges contenues dans le cylindre sur epsilon 0. Mais les charges contenues dans le cylindre bien correspondre à la densité surfacique de charge multipliée par S. On peut remarquer que dans ce calcul, je n'ai pas mis de contrainte sur le rayon. Donc ça veut dire que là j'aurai sigma sur pi R2 epsilon 0. Et comme je n'ai pas mis de contrainte sur le rayon, je pourrais prendre un rayon qui s'étend jusqu'à l'infini. En supposant que pour un rayon infini, on arrive à englober toutes les charges du plan, bien finalement, mon théorème de Gauss peut s'appliquer quand bien même on passe à la limite où R serait infini. Donc on peut en déduire que les surfaces se simplifient des deux côtés, pi R2 se simplifie à droite et à gauche de l'expression, ce qui me permet d'obtenir le champ en disant finalement ma surface de Gauss vient englober toutes les charges puisque le rayon pouvant prendre n'importe quelle valeur, eh bien on englobe toutes les charges et mon théorème de Gauss me permet d'avoir le champ E qui sera égal à sigma sur 2 epsilon 0. Donc on voit que là on a pu déterminer la valeur du champ, la direction du champ, le champ est perpendiculaire au plan et sa direction va dépendre bien sûr du signe de la distribution surfacique, suivant si sigma est positif ou négatif. Alors on demandait de calculer le potentiel, donc on va utiliser E est égal à moins gradient de V, la relation champ-potentiel, sachant que on suppose que le potentiel du plan est Vp. Alors E égale à moins gradient de V, on voit que si je note petit r, et je le changerai par la suite pour petit x pour respecter l'énoncé, mais on voit que si on s'éloigne d'une distance petit r du plan, on aura
Donc petit r est la distance entre O et M. Je fais apparaître un vecteur petit u pour pouvoir bien décrire mon gradient. Et c'est très classique, finalement, on va avoir dv qui sera égal à moins dE, moins E dr. E, je le remplace par son expression sigma sur 2 epsilon 0, d de r. Je vais faire la primitive à droite et à gauche de l'expression. Donc j'ai v de r qui sera égal à sigma r sur 2 epsilon 0 plus une constante, puisque ma primitive est définie à une constante près. Sachant que si r est égal à 0, VR est égal à VP, c'est-à-dire si on est sur le plan, le potentiel du plan est VP, et que c'est aussi égal à 0, on trouve la valeur de la constante, d'où on va trouver que V de R est égal à sigma R sur 2 epsilon 0 plus VP. Alors bien sûr, dans l'énoncé, on avait la variable petit x qui était utilisée, ce qui me conduit à écrire simplement l'équation que V de petit x sera égal à sigma petit x sur 2 epsilon 0 V de P. Donc j'ai juste renommé la variable petit r en petit x pour respecter l'énoncé. Dans une troisième partie, dans une troisième question, on plaçait deux plans de densité surfacique plus sigma et moins sigma. Donc ces deux plans étaient parallèles. Donc je vais pouvoir dessiner la figure correspondant à cette situation. Donc, un premier plan, un deuxième plan parallèle au-dessus du premier. Donc celui d'en bas, je lui mets la distribution plus sigma, celui d'en haut, la distribution moins sigma. Donc je vais annoter un peu plus ma figure. Donc celui du bas, je l'appelle le plan 1, celui du haut, je l'appelle le plan 2, et donc je vais utiliser ces indices pour dire que le champ E1 que l'on a au niveau du plan 1 va avoir pour expression, pour norme, sigma sur 2 epsilon 0. Alors, je vais noter, et j'ai noté à nouveau la variable petit r, le plan 1 étant 0. Je fais apparaître donc le vecteur petit u étant un vecteur unitaire partant de 0 et allant vers le haut. Et donc je vais d'abord considérer que si je considère E1 au-dessus de 0, on a bien l'expression que l'on vient de trouver. Évidemment, si on prend le champ E2, le champ E2 sera égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 multiplié par moins u, puisque l'on va du point E, du plan 2 vers le plan 1. Donc là, je vais me placer entre les deux plans. Et donc E2 est bien en dessous du point que je vais appeler M, qui serait situé sur le plan 2.
On va donc en déduire par le principe de superposition le champ entre les deux plans. Et donc par suite, entre les plans 1 et 2, eh bien on va avoir que E sera égal à E1 plus E2 et sera donc égal à sigma sur epsilon 0 petit u, puisque je fais sigma sur 2 epsilon 0 petit u, plus sigma sur 2 epsilon 0 petit u, ce qui me donne donc bien 2 sigma sur 2 epsilon 0, c'est-à-dire sigma sur epsilon 0 petit u. Là, j'ai calculé ce qui se passait entre les deux plans. En dessous, maintenant, du plan 1. Bon, on peut réécrire les champs. Bien sûr, par symétrie, le champ E1 eh bien, est symétrique du champ que l'on a calculé auparavant, donc sera égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 petit u. Le champ E2, lui, ne va pas varier, sera toujours orienté de la même manière, et sera égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 que multiplie moins petit u. Ce qui veut dire que la somme des deux champs sera E1 plus E2, d'après le principe de superposition, et sera donc égale au vecteur nul. Donc on n'a pas de champ à l'extérieur de ce condensateur, et évidemment, pour des raisons de symétrie, si on se place au-dessus du plan 2, on est exactement dans la même situation, et donc le champ au-dessus du plan sera également nul. Donc si on considère des raisons par raison de symétrie, ce champ va être nul. Et là, j'en ai fini avec cet exercice numéro 2. Donc je vous remercie de votre attention et vous souhaite encore bien du courage pour finir tous ces exercices et réviser avant une reprise qui, je ne sais pas vraiment quand le confinement va s'arrêter. Donc je vous remercie pour votre attention encore et bon travail.